Mesdames, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Mon nom est Nicolas Vermeil, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public. C'est mon plaisir de vous accueillir à cette première soirée de la justice de 2024 portant sur les théories du droit. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le professeur Frédéric Audrenne, qui est directeur de recherche au CNRS en rattachement à l'École de droit de Sciences Po et professeur invité à l'Université libre de Bruxelles en résidence au Centre Perelman de philosophie du droit, le Centre Perelman avec lequel le CRDP entretient des liens depuis bien longtemps. Son programme de recherche privilégie un dialogue constant entre le droit et les autres sciences humaines. J'aime pas dire autres sciences humaines, j'aimerais dire les sciences humaines. On pourra en rediscuter tous les deux par la suite. Ses travaux portent sur l'histoire des savoirs et des pratiques juridiques et judiciaires. Et il cherche ainsi à promouvoir une approche sociale et intellectuelle de l'histoire du droit et de la science juridique. Il prononcera aujourd'hui une conférence qui s'intitule « Droit et sociologie, une relation sans histoire ?» Point d'interrogation. Alors, je profite de l'occasion pour le remercier chaleureusement d'avoir accepté de traverser l'océan et de quitter cette température beaucoup plus agréable en Belgique que le verglas auquel nous l'avons malheureusement soumis. Alors, mes excuses pour la météo, mais encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation et sans plus tarder, je cède la parole au professeur Audrenne. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pu braver le verglas, donc ça va très bien là-dedans, sans problème. Donc, merci pour cette invitation qui me fait grand plaisir et qui m'honore. Je suis évidemment ravi, et ce n'est pas simplement une formule du style, d'être ici parmi vous. Et donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une question qui visiblement a plus de succès ici qu'en France. J'en suis ravi. Droit et sociologie, donc une relation sans histoire, point d'interrogation. Je pensais faire un PowerPoint et puis j'ai pas eu le courage, donc je me suis contenté de faire une sorte de tableau résumé qui nous permettra de suivre une partie de ce que je souhaiterais vous exposer ici même. Donc évidemment, contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, il ne s'agit pas ici de vous entretenir d'une manière générale des relations entre droit et sociologie. Ce serait évidemment beaucoup trop ambitieux, ça excéderait mes forces et mes capacités. Et donc ici, je serai beaucoup plus modeste en m'attachant à une question plus étroite. Je voudrais simplement restreindre mon propos à l'histoire de cette relation entre les droits et sociologie. Donc comment s'est constituée dans le temps et dans l'histoire cette relation depuis en gros le 19e siècle, et peut-être restreindre encore plus le sujet en m'intéressant prioritairement à la dimension historiographique de cette histoire, c'est-à-dire non pas faire devant vous cette histoire, non pas raconter cette histoire des relations, mais plutôt d'évoquer comment on a pu l'écrire, comment l'histoire de cette relation a été écrite ou n'a pas été écrite. Droit et sciences sociales, droit et sociologie, une relation sans histoire, vous l'avez compris, ce titre proposé doit être entendu au sens propre et non figuré. Donc, le but est évidemment de savoir si cette histoire a été ou non faite, presque d'un point de vue quantitatif, et aussi ce que cette histoire des relations et de la sociologie révèle d'un point de vue plus qualitatif, des liens entre ces deux domaines. Est-ce que, par exemple, c'est une relation conflictuelle ou c'est une relation pacifiée? J'aurais donc évoqué comment s'écrit cette histoire, comment s'écrit cette relation, de façon, par là même, à éclairer les relations entre ces deux secteurs. Je m'appuierai pour ce faire sur des travaux récents, plutôt même pour la majorité tirés de l'espace francophone, des travaux récents que je ne citerai pas forcément avec une grande précision, sinon ça prendra vraiment beaucoup de temps. Donc je m'intéresserai à cet espace francophone en sachant exactement que cette référence à l'espace francophone soulève plus de difficultés qu'il n'en résout, en particulier dans ce qui concerne les traditions, les différences entre les traditions juridiques et académiques nationales, pour le cas par exemple de l'histoire de la sociologie, vous le savez bien, mais dans cette histoire de la sociologie universitaire, en France, la considération ou les enjeux religieux, du moins de la place de la religion dans cette histoire-là, n'a strictement ou a peu de sens. En fait, on peut écrire une histoire de la sociologie de façon très déconnectée des enjeux ou des débats religieux. Alors, non, à la marge, mais d'une manière générale, c'est faisable. Alors que écrire une histoire de la sociologie académique à Bruxelles, enfin du moins en Belgique, ou évidemment au Canada, ou en tout cas au Québec, vous comprendrez bien que cette histoire peut difficilement s'écrire indépendamment, évidemment,
de considérations religieuses, ou en tout cas qui place l'Église catholique au centre des débats. Donc là, évidemment, je suis bien conscient de ce type de difficulté, mais pour faciliter le propos, je me contenterai de parler d'espace francophone. Alors, je voudrais procéder en deux temps. Tout d'abord, évoquer 3 modèles historiographiques qui structurent en quelque sorte la façon dont on écrit cette histoire des relations, et à chaque fois de soulever, autant que faire se peut, un certain nombre de limites, ou en tout cas de difficultés que l'on peut rencontrer dans ces différents modèles. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais tirer quelques leçons, ou en tout cas quelques remarques sur cette histoire, non pas pour vous proposer un modèle alternatif, on serait bien incapable, mais en tout cas pour souligner certains des acquis récents que des travaux sur ces domaines-là permettent de mettre en lumière. Alors, comme toute modélisation, hein, cette modélisation sera fausse. Je serai d'avance d'accord avec vous sur toutes les objections que vous pourrez faire. Il n'y a aucun problème. Tous les reproches pourront effectivement m'être adressés. Je les accorde. Néanmoins, ça sera plus utile et plus pédagogique, en tout cas, d'inscrire cette présentation dans ces modèles-là, car ça permettra, j'espère, de rendre plus explicite, ou en tout cas plus clair, certaines des démarches qui ont été adoptées jusqu'à présent. Donc, comme vous le voyez là, je distingue 3 modèles historiographiques qui ont structuré assez largement la façon dont on a écrit cette histoire des relations entre ces deux secteurs, entre ces deux domaines, droit et sociologie. Le premier, que j'ai appelé le modèle octorial, est essentiellement consacré à une histoire des idées, à une histoire des idées sociologiques, une histoire des courants et des auteurs. En réalité, c'est, d'une manière générale, la manière complètement dominante d'aborder cette question-là. Et c'est pour cette raison aussi que c'est certainement le modèle qui a reçu le plus de coups, ou en tout cas qui a été le plus systématiquement critiqué. Le deuxième modèle est un modèle plutôt institutionnel, la question étant plutôt de montrer comment certaines institutions académiques, comment certains programmes d'enseignement ont accueilli effectivement cette sociologie dans le cadre de leur cursus. Et de ce point de vue-là, c'est une histoire des relations entre droit et sociologie qui se confond avec une histoire des universités ou des facultés. Troisième modèle, alors j'ai utilisé un terme qui ne me convient pas, mais je n'en trouvais pas de mieux, c'est pas grave. J'ai appelé ça un modèle substantiel, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est plutôt l'idée que ce modèle pose la question des rapports entre droit et sociologie à partir de la question de l'interprétation juridique. Il va penser l'interprétation du droit à partir d'une conscience, par exemple, de la réalité sociale. Souvent, la question de l'utilisation de la sociologie par les juristes est très liée, effectivement, à la question de l'interprétation. Donc, ce sont ces 3 modèles que je voudrais, dans un premier temps, décrire aussi rapidement que possible, si c'est possible. Alors, le modèle octorial, qui est effectivement le modèle le plus dominant, quand vous prenez n'importe quel ouvrage de sociologie, ou de sociologie juridique, par exemple, ces ouvrages consacrent toujours des développements conséquents sur cette histoire de la sociologie juridique, en égrénant ou en présentant l'ensemble des auteurs qui se sont intéressés à ce domaine, ou en tout cas à cette discipline. C'est typiquement le cas du manuel classique de Renato Treves, le manuel dans la première partie de Jean Carbonnier, ou encore plus récemment l'ouvrage de Évelyne Cervorin. Ce sont des ouvrages en fait consacrés à des présentations des théories, et en tout cas des différents auteurs, sur notamment la question de la sociologie du droit. Alors, ce modèle-là est caractérisé le plus souvent par une histoire de la très longue durée. Il n'est pas du tout impossible, ou il est même très fréquent, que ces présentations à partir des auteurs vont partir de l'Antiquité, vont venir quasiment jusqu'à nos jours, en intégrant Aristote, Montesquieu et Marx et je ne sais qui encore. Et donc là, on a une sorte de dilution, en quelque sorte, de cette histoire-là. L'idée étant évidemment d'ordonner cette masse d'auteurs en distinguant d'un côté des précurseurs, des fondateurs, etc. Donc il y a toute une organisation. Donc il y a bien une division chronologique. Et éventuellement, on va tenter d'organiser ça à partir de la catégorie d'école ou de courant. Donc, c'est tout d'abord, la première caractéristique, c'est que c'est un modèle de longue durée. Peut-être l'une des caractéristiques les plus importantes de ce modèle-là, et qui a suscité le plus grand nombre de critiques, c'est l'hétérogénéité assumée et problématique de ce modèle-là, au sens où vous mélangez des philosophes, des juristes, des anthropologues, des économistes, et vous prenez le tout, vous mettez ça dans le checker, vous le secouez, vous effectivement, vous tentez de faire tenir la totalité de ces auteurs dans une ligne chronologique homogène, unique.
Donc ça produit des effets un peu étranges, effectivement, où vous alignez en quelque sorte des auteurs qui semblent effectivement très hétérogènes, très différents, mais qui sont tenus ensemble simplement parce que chacun d'entre eux viserait quelque chose comme une ambition de création ou d'une pensée de la sociologie du droit. Donc en fait, c'est plutôt une histoire rétrospective parce que cette ligne-là est ordonnée par la fin, qui est le fait que tout d'un coup, il y a un truc qui s'appelle la sociologie du droit, donc on va réécrire les choses en sens inverse. Donc ce type d'histoire des idées est très largement celle qui a été contestée par l'histoire culturelle, parce que cette histoire culturelle ou intellectuelle considère que étudier simplement des idées en général, des idées désincarnées, évidemment, c'est un problème. Alors, une chose est certaine, c'est que la question problématique qui est qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'ensemble de ces auteurs participent à cette même histoire, en quelque sorte, est plus postulée que démontrée. En fait, on ne sait pas exactement ce qui articule en réalité la totalité de ces auteurs qui vont mettre d'un côté du Durkheim, un côté de François Génie, un petit peu de… Je suis mal décalé, je vais me tourner comme ça, c'est bon, c'est ça. Donc, on a là quelque chose qui fait que la question de la contemporanéité de ces différents auteurs est problématique en réalité. Qu'est-ce qui les unit entre eux, sinon le fait qu'on va considérer qu'ils participent collectivement à cette écriture d'une sociologie du droit. Bon, le problème, c'est que ça c'est complètement postulé, c'est jamais évidemment articulé de façon problématique. Et donc, peut-être le troisième point caractéristique de ce modèle, c'est que c'est un modèle profondément idéaliste, c'est-à-dire que c'est un modèle qui va s'intéresser essentiellement à des énoncés théoriques, plutôt qu'à des formes d'énonciation, des formes d'expression. Et donc, ils ne vont pas du tout s'intéresser à la question des vecteurs de diffusion, des lieux d'expression, dans quelles institutions, effectivement, c'est porté, etc., etc. Et donc, on a une galerie d'auteurs qui est effectivement utile du point de vue de leurs idées, mais effectivement, on a effectivement du mal à voir, effectivement, comprendre la force, par exemple, de certaines idées par rapport à la force d'autres idées. Qu'est-ce qui fait que certaines vont s'imposer par rapport à d'autres, puisqu'il y a une sorte d'aplanissement de ce problème. Donc ça, c'est effectivement ce premier modèle qui est très largement celui qui est utilisé pour décrire cette histoire des relations entre droit et sociologie. Et donc, vous le voyez, c'est quelque chose qu'on verra plusieurs fois, c'est une histoire des relations entre droit et sociologie qui est en fait une histoire de la sociologie juridique plus souvent. Ce qui est, de ce point de vue-là, on le reverra, une difficulté, parce qu'on ne peut pas réduire cette question des rapports entre droit et sociologie à cette question de la constitution d'un nouveau champ de savoir que serait la sociologie juridique, où c'est une restriction vraiment problématique. Deuxième modèle, c'est le modèle institutionnel. Et là, ce thème, le thème qui est absolument central dans cette affaire-là, c'est un thème que l'on retrouve très souvent, c'est le thème de l'ouverture disciplinaire. En fait, il est guidé par cette idée d'ouverture disciplinaire. Les milieux juridiques, notamment les facultés de droit, seraient susceptibles ou faire preuve d'une certaine ouverture dans certaines circonstances et à certains moments de leur histoire. Alors, par exemple, récemment, une thèse exactement sur ce modèle-là, alors là, pour le coup, je sors de ce que j'ai dit, une thèse a été publiée, enfin soutenue et publiée par Yannick Gann, qui s'intéresse effectivement à l'ouverture aux sciences sociales des facultés de droit américaines. C'est effectivement comment effectivement les cursus se complètent d'un intérêt ou d'un type d'enseignement de type sociologique. Alors, cette histoire basée sur le modèle institutionnel est en quelque sorte, pour les facultés de droit, le pendant de tout un ensemble de travaux sur l'institutionnalisation de la sociologie universitaire. Donc, il y a plus de travaux, en quelque sorte, par exemple, ici au Québec, sur l'institutionnalisation de la sociologie dans les facultés. Tout un ensemble de travaux que vous connaissez, que je ne citerai pas ici. Effectivement, ces travaux, en tout cas pour le Québec, sont moins nombreux sur l'institutionnalisation ou la non-institutionnalisation de la sociologie du droit, notamment dans les facultés juridiques. N'empêche que cette approche-là a été diffusée beaucoup plus fréquemment dans d'autres pays comme évidemment la France et un peu plus aussi en Belgique. Donc cette histoire, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, est en quelque sorte en lien avec l'histoire des facultés de droit, est en lien avec une histoire de la formation juridique. Dans quelle mesure la formation juridique exige, implique la connaissance, ou en tout cas la formation à la sociologie. Donc, dans cette histoire, dans ce modèle institutionnel, quand vous regardez, c'est assez intéressant, c'est un modèle qui est basé, qui est en fait une histoire de la conversion. C'est un modèle quasi religieux. C'est que la conversion, c'est-à-dire que tout d'un coup, les milieux juridiques ou les facultés de droit vont se convertir à quelque chose comme de la sociologie et ça va se traduire
par l'ouverture des facultés à des cours spécifiques. La sociologie, effectivement, devient l'objet, effectivement, d'un intérêt particulier, hein, et donc c'est une forme d'assomption sociologique des facultés juridiques, hein, et les facultés juridiques, en quelque sorte, accèdent à un certain type de scientificité qui leur était inconnue, grâce, en quelque sorte, à cette fréquentation des sciences sociales en général et la sociologie en particulier. C'est un schéma qui est très, très, très fréquent quand vous lisez les travaux de cette histoire institutionnelle. Donc, c'est une histoire assez progressiste ou assez évolutionniste, en réalité. Donc, premier point, effectivement, une histoire qui est plutôt une histoire d'une conversion à la sociologie des milieux juridiques, qui se traduit dans des enseignements. C'est aussi une histoire à sens unique. Ce sont le plus souvent cette histoire, en fait, est une histoire de la sociologisation du droit. La sociologie devient la condition de possibilité d'un progrès scientifique. Et donc, c'est une histoire qui est une histoire du droit sous influence de la sociologie. Ce sont les méthodes, les objets, les outils extérieurs au droit, en particulier ceux de la sociologie, qui vont tout d'un coup définir, hein, ce qui est bénéfique pour les juristes, ce qui est pertinent pour les juristes. Donc c'est assez étrange, c'est que souvent cette histoire, telle on peut la lire, c'est qu'elle place ce nouveau savoir qu'est la sociologie dans une position de définir, en tout cas de redéfinir les missions des juristes et des pratiques des juristes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une histoire un peu à sens unique, hein, puisque, pour le dire autrement, dans cette histoire-là, le bon juriste, c'est un sociologue, en quelque sorte, ou c'est un sociologue qui s'ignore. C'est très, très fréquent dans ces travaux-là. Alors, donc, ça, c'est une deuxième caractéristique. La troisième caractéristique de cette histoire-là, de cette histoire institutionnelle, c'est essentiellement sa réduction disciplinaire. Pour le dire autrement, cette histoire des rapports droit et sociologie se réduit le plus souvent à une institutionnalisation de la discipline sociologie du droit. Le signe de l'ouverture à la sociologie est en quelque sorte réduit à la présence de plus en plus visible de la sociologie juridique ou de la sociologie dans les cursus juridiques. Alors là, il y aurait effectivement tout un ensemble d'objections à faire qui ont été déjà faites. C'est le fait que cette vision complètement cette histoire institutionnelle est basée sur le fait que progressivement, on passe de l'absence de sociologie ou de sciences sociales, hein, à une formation juridique qui connaît de plus en plus de sciences sociales et de sociologie, donc en quelque sorte qui va être au plus proche de la réalité sociale. Donc il y a une sorte de vision très évolutionniste, hein. La difficulté de cette approche-là, c'est qu'elle semble oublier que c'est une très mauvaise façon historiquement de poser la question, puisque ça oublie un élément, par exemple, déterminant, c'est que tout au long, par exemple, du 19e siècle, en particulier dans la France, la sociologie, enfin, le droit, et particulier la législation, est considérée comme la science sociale par excellence. Donc, en imaginant dans ce mouvement complètement ascendant vers l'institutionnalisation, c'est difficile à dire, de la sociologie, hein, on oublie que le droit a été lui-même considéré comme une science sociale pendant longtemps, et que le problème n'est pas de l'absence de sociologie ou de sciences sociales à une période avec de la science sociale, c'est plutôt, il faut voir les choses différemment, c'est qu'on passe d'une certaine forme de science sociale, où le droit, dans lequel le droit est présent, à une autre forme de science sociale où le droit est encore présent. Donc on ne va pas dans un truc évolutionniste, on va plutôt dans deux configurations différentes d'articulation entre droit et sciences sociales. Et donc cette vision évolutionniste oublie effectivement cette complexité qui fait que depuis le début, en réalité, depuis le 19e siècle, depuis cette période effectivement de la réconstitution d'un certain nombre de facultés, la question de la science sociale est au cœur en réalité des préoccupations ou des questions des milieux juridiques. Donc, modèle institutionnel. Troisième modèle, c'est celui où la sociologie apparaît comme un outil utilisé par les juristes pour
construire un nouveau paradigme de l'interprétation du droit. La question, c'est comment interpréter le droit, comment l'appliquer. Alors, où apparaît dans cette histoire-là la sociologie? La sociologie va apparaître, notamment comme science autonome en particulier, hein, au moment de basculement d'un paradigme, à l'époque on appelle un paradigme philologique, c'est-à-dire une grande partie du XIXe siècle, où la question est de savoir comment interpréter un texte de loi, comment interpréter le code, en quelque sorte, hein, quelle est l'intention du législateur. Dans ce modèle-là, effectivement, la sociologie est plus ou moins absente. Hein. Donc, que veut l'auteur de la loi? Un nouveau paradigme, qui est un paradigme plus sociologique, où le problème central dans ce modèle-là, c'est le problème de l'adaptation de la loi aux besoins de la société. Comment faire entrer les intérêts sociaux dans le droit? Donc, ce nouveau paradigme apparaît en particulier vers la fin du 19e, par exemple en Belgique ou en France. Donc, dans ce basculement où la question est que veut le texte, que veut dire le texte? A. Comment faire en sorte que le droit soit adapté aux besoins de la société? Mais dans ce basculement de paradigme, effectivement, on comprend en quoi la sociologie devient un outil pour compléter ce nouveau modèle sociologique. L'histoire, effectivement, dans cette histoire du modèle substantiel, on va voir plusieurs choses, essentiellement. Cette histoire va s'interroger ou tenter de questionner le regard, enfin, essayer de montrer comment le regard des jurys s'est déplacé des sources formelles vers les sources matérielles. Comment se fait-il que le droit n'est plus simplement une production législative, mais un produit de l'histoire ou un produit de la société? Et on voit bien que c'est dans ce déplacement-là, hein, ce passage des sources formelles aux sources matérielles, que dans cette histoire, la sociologie, tout d'un coup, va prendre place, puisqu'elle répond, elle est en écho avec ce modèle, effectivement, du droit comme produit de la société. Donc, elle fait place à une approche beaucoup plus bottom-up du droit, hein, et les historiens qui s'intéressent à cette histoire de l'interprétation voient tout d'un coup surgir, dans cette nouvelle configuration, un nouveau savoir qui s'appelle la sociologie. Vous l'aurez compris, ici, dans ce modèle-là, le droit, le rapport entre droit et sociologie va emprunter tantôt un modèle, enfin plutôt une compréhension de cette relation comme cristallisation des valeurs ou des besoins sociaux. Donc tout d'un coup, le droit va cristalliser quelque chose comme les besoins sociaux. Bon, ça fait écho ici à tout un ensemble de travaux sociologiques de l'époque. Pas besoin de renvoyer à quelqu'un comme Durkheim ou à quelques autres. Hein. Donc, pour le dire autrement, le droit est l'expression d'intérêts particuliers ou d'intérêts quelconques qui vont être traduits effectivement par des formes juridiques. Et donc cette façon d'aborder le droit, hein, on la trouve exactement dans ce modèle sociologique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc soit le droit est apparu comme la question de la cristallisation de besoins sociaux, d'où le fait qu'on va à ce moment-là, je pense à un auteur comme Édouard Lambert, qui est une des grandes figures comparatistes, va s'intéresser à la question de la coutume, et Lambert définit son approche comme une approche sociologique des sources. Effectivement, là, c'est cette question de la cristallisation. Ou alors, on va considérer, non pas la question de la cristallisation des besoins sociaux, mais plutôt, on va considérer que le droit est le lieu où s'expriment des intérêts en concurrence. Et de ce point de vue-là, on va s'intéresser non pas à la coutume, mais par exemple à la jurisprudence. La jurisprudence, c'est en fait le lieu d'observation sociologique de conflits entre des intérêts différents. Donc, dans tout ce schéma-là, on voit bien effectivement qu'on porte un intérêt tout à fait particulier aux sources matérielles du droit, et beaucoup moins aux sources proprement formelles, notamment à la loi. Et la sociologie devient effectivement un marqueur, ou en tout cas une façon d'orienter les interrogations autour de cette question que je viens d'évoquer. Au-delà de cette question des basculements entre les sources formelles et les sources matérielles du droit, la sociologie entre en résonance avec le droit sur un autre terrain un peu différent. C'est ce qu'on pourrait appeler sur le terrain de la, je n'aime pas trop ce terme-là, mais enfin de la topicalisation de certains thèmes ou concepts. Pour le dire autrement,
à ce moment-là, certains thèmes deviennent complètement communs au milieu juridique et au milieu sociologique. Il n'est besoin que d'évoquer la notion d'obligation qui résonne aussi bien dans les milieux juridiques que dans les milieux durkheimiens. La notion d'obligation devient centrale. La réflexion autour de la catégorie du collectif, ou un petit peu plus tardivement, autour de la notion d'institution. Donc, les juristes et les sociologues ont en partage, en quelque sorte, ou en partage effectivement un ensemble de thèmes et de concepts qui fait que les juristes, quand vous regardez les travaux de l'époque, notamment à la fin du 19e, au début du XXe siècle, portent un intérêt très particulier aux travaux des sociologues parce qu'effectivement, ils trouvent dans ces travaux tout un ensemble de concepts ou de ressources qu'ils vont mobiliser pour leurs propres travaux. Alors, deux choses dans ce modèle-là, et pour conclure à ça, c'est que ces théories sociologiques des sources, il faut bien voir, il ne faut pas se tromper, n'a rien à voir avec une sociologie du droit. Ces théories sociologiques des sources à cette époque-là sont très éloignées des travaux de sociologie du droit, hein, et ce qu'ils retiennent essentiellement de la sociologie, c'est l'idée que la société est constituée d'intérêts divergents qu'il faut en quelque sorte trancher. Hein, c'est plutôt une vision plus agonistique de la société. Hein, mais la question de constituer quelque chose comme une sociologie du droit ne les intéresse pas vraiment. À la fin du 19e ou au début du 20e siècle, l'idée même qu'il faudrait constituer dans les milieux juridiques une sociologie dite autonome, sociologie du droit autonome, est complètement hors de leur horizon. Mais ça ne les empêche pas de prétendre construire quelque chose comme une théorie sociologique des sources du droit. Et peut-être, faut-il rajouter ici, qu'il ne faut pas se tromper sur l'idée de la topicalisation de certains thèmes entre les juristes et les sociologues de l'époque. C'est que ce n'est pas parce qu'ils ont des concepts en commun qu'ils parlent ou se comprennent, hein, et à bien des égards, il n'y a presque rien de commun entre ces juristes, sauf quelques intermondes un peu particuliers, hein, mais le plus souvent, ce sont des univers qui sont complètement déconnectés les uns des autres. Donc voilà en quelque sorte les trois modèles très rapidement brossés qui constituent souvent les modèles qui, je sors complètement du cadre, qui constituent en quelque sorte les modèles historiographiques qui permettent de penser l'interaction entre le droit et la sociologie. Alors, vous avez vu qu'à plusieurs reprises, j'ai exprimé un certain nombre de critiques, ou en tout cas souligné un certain nombre de limites. Je ne vais pas ici proposer un modèle alternatif, c'est évidemment pas mon rôle, et de toute façon, je pense qu'on ne serait pas capable de le faire de façon systématique, simplement insister sur un certain nombre de leçons, ou en quelque sorte de remarques, que les travaux récents, confrontés en quelque sorte à ces modèles-là, ont tiré de cette histoire des relations. Tout d'abord, premier point très important, les travaux qui se sont penchés sur cette histoire-là ont de plus en plus ce qu'on pourrait appeler pluraliser la conscience sociologique des juristes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le positionnement des juristes vis-à-vis de la sociologie a été déployé et on a cherché à montrer que ce positionnement est en fait multiple. Pour le dire très simplement, l'obsession des juristes face à la sociologie, ce n'est pas simplement de vouloir constituer une sociologie du droit. Il y a un spectre beaucoup plus important, et donc il ne s'agit pas simplement de s'intéresser, il faut s'intéresser, mais pas simplement, aux auteurs qu'on considère comme étant constitutifs de ce nouveau savoir qu'est la sociologie du droit. Les usages que certains juristes font de cette sociologie sont beaucoup plus variés. Alors, je ne parle même pas de ceux qui sont dans un déni absolu. C'est un ensemble d'auteurs qu'on peut parfaitement identifier qui sont dans un déni absolu de la sociologie. Donc, c'est complètement hors de leur champ. Il y a ceux qui, par exemple, vont rejeter explicitement cette sociologie. Ça existe. Pour le cas qui me concerne et les travaux qui va, il y a par exemple un auteur de la fin du début, plutôt de la fin du 19e et du 20e, qui s'appelle Bedan, hein, qui est une des grandes figures de droit civil. Là, il fait quasiment un ouvrage entier pour dire qu'il ne veut pas jamais entendre parler de la sociologie. Donc, il y a bien des travaux explicites. Mais l'ensemble du rapport, du positionnement est en fait plus multiple. Peut-être que le premier niveau plus intéressant, c'est celui qu'on pourrait appeler une sorte de reconnaissance du premier degré. C'est tout un ensemble d'auteurs qui sont en fait majoritaires, qui s'intéressent à la sociologie, qui vont user de la littérature sociologique dans leurs élaborations doctrinales, comme le cas le plus fréquent. Et vous regardez pour les travaux, que ce soit
cas pour les espaces que je connais le mieux pour la Belgique ou pour la France, des années 1880 jusque dans les années 1920, c'est impressionnant le nombre de références à la sociologie utilisées par les juristes. On voit bien que c'est quelque chose qui fait faire quelque chose à ces juristes-là, à cette époque-là. Donc là, c'est en quelque sorte une reconnaissance de premier degré, les usages de la littérature sociologique pour réaliser des élaborations doctrinales. Le plus célèbre, évidemment, pour le cas français, c'est un certain François Génie, qui est un grand lecteur de la sociologie. Quand on lit, ça fait assez loin quand même, on ne peut pas rebondir sur une œuvre de sociologie, mais on voit que ça fournit des structures formelles à sa pensée, ou en tout cas à son argumentation. Il y a après une type de reconnaissance un peu supplémentaire, comme par exemple les cas de filiation intellectuelle sans revendication d'affiliation. C'est évidemment tout un ensemble d'auteurs qui disent oui à la sociologie, il faut défendre la sociologie, il faut sauver le soldat sociologue, incontestablement, et c'est important pour les juristes, mais sans reconnaître effectivement qu'ils vont s'affilier à un courant de la sociologie en particulier. Excusez-moi de prendre ces exemples un peu bateaux et qui en fait résonnent plutôt avec des cas français, mais le cas le plus célèbre, c'est évidemment un certain Léon Duguy, dont on sait l'influence de Durkheim, mais lui-même s'est jamais à proprement parler défini comme durkheimien, et les durkheimiens ne voulaient pas entendre parler de Duguy. Ils n'ont jamais considéré qu'il faisait partie de leur bande. Donc il y a bien effectivement quelque chose comme ce type d'affiliation, de filiation intellectuelle avec la sociologie sans affiliation. Et puis un dernier cas qui est celui qui est souvent tout à fait oublié, c'est le cas des affiliations à un courant de la science sociale et la participation active d'un certain nombre de juristes. Alors ici, il y a un cas assez important qui est en commun avec la France et la Belgique et qui a été très longtemps complètement oublié. C'est par exemple l'affiliation massive des juristes au courant de la sociologie de Frédéric Leplay. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui est assez frappante. C'est que la sociologie leplésienne est une sociologie qui a un vrai succès dans les milieux juridiques et qui va contribuer très largement à organiser, développer un certain nombre de travaux, notamment sur le terrain, par exemple, testamentaire, sur le terrain familial. Et tous ces travaux, et c'est donc pas simplement que les juristes vont utiliser l'œuvre de Leplay, c'est qu'ils vont s'engager dans les institutions de la sociologie leplésienne. Par exemple, la Société d'économie sociale, les unions de la paix sociale. Et ces travaux-là, ça, c'est une caractéristique qui est transnationale, puisque de toute façon, l'ambition de Leplay était évidemment de constituer une sorte de grand corps d'élite basé sur sa sociologie monographique. Donc là, on a des cas très nets, et quand, pour le cas français, que vous regardez, il y a plusieurs centaines de juristes affiliés à ce courant-là, et un grand nombre de professeurs de droit, par exemple. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas pour les durkheimiens, puisque vous avez simplement quelques figures juridiques qui, dès la création de l'année sociologique, sont des juristes, des gens comme Emmanuel Lévy ou des gens comme Paul Huvelin, mais ils sont très peu nombreux, alors que c'est un engagement massif de la part des juristes dans les milieux leplésiens. Donc là, effectivement, on a un premier cas de ces travaux récents ont pluralisé effectivement le positionnement vis-à-vis de cette sociologie. Pour le cas leplésien, en France, on a eu une thèse relativement récente de quelqu'un qui s'appelle Laetitia Guerlain, qui a fait une excellente thèse sur la place ou l'importance des juristes leplésiens dans les milieux juridiques. Ça a en particulier contribué à renouveler la théorie des sources. Donc là, il y a bien des travaux de ce type. Deuxième point important des travaux, c'est la réévaluation, et c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment, des ressources sociologiques mobilisées par les juristes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez impressionnant de voir le nombre, en tout cas sur la période qui va de 1860 à 1920, le nombre de références sociologiques, de références anthropologiques, de références psychologiques qu'on peut trouver dans les travaux des juristes. Ça, c'est vraiment fascinant. Et donc, le point en fait, théorique, ce n'est pas l'absence de cette sociologie dans les travaux des juristes. C'est plutôt de comprendre la disparition progressive de ces références comme question historique. Effectivement, à partir de l'entre-deux-guerres, quelque chose comme les références sociologiques disparaissent. C'est ça le point théorique. Ce n'est pas d'imaginer qu'elles ont toujours été absentes depuis le début. Donc c'est ce point qui est absolument important. Et quand on regarde de près, on voit que ces références sont très nombreuses, et surtout, elles s'inscrivent dans des courants ou des théories sociologiques qui sont irréductibles au seul durkheimiste. Bon, quand vous regardez de près, vous voyez que tout un ensemble de juristes vont mobiliser ce qu'on va appeler à l'époque la sociologie catholique,
qui avait une place tout à fait importante. Bon. Vous avez évidemment tout un ensemble de travaux autour de l'organisme social qui va avoir une place tout à fait centrale. Et donc, quand on prend ça un peu au sérieux, eh bien, on voit que ça colonise ou c'est tout à fait déterminant dans les travaux des sociologues et des juristes. Et l'univers de référence sociologique des juristes de l'époque est vraiment très massif, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, il n'y a pas l'idée qu'il y aurait une sorte de déni historique des facultés de droit, en tout cas dans certains espaces, vis-à-vis de la sociologie, ça c'est complètement faux. La question c'est à partir de quand, effectivement, ces références ont disparu. Et l'autre question, c'est qu'ont-ils fait de ces références? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Donc, il y a bien, effectivement, à partir d'un moment, un travail de purification des références dans les milieux juridiques. C'est ça la question historique. Le point, ce n'est pas qu'ils auraient toujours été absents de l'univers des juristes. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, évidemment, refuser cette histoire, on met de plus en plus en cause cette histoire des rapports entre droit et sociologie comme une histoire de la révélation. L'idée que, effectivement, tout d'un coup, les juristes auraient vu clair et auraient tout d'un coup considéré que tout d'un coup, il y a de la sociologie et que ça peut être quelque chose de nature à transformer littéralement leur pratique. Oui, bien sûr, certains juristes ont découvert cette science et ça a été tout à fait utile, comme je vous l'ai indiqué. Hein. La difficulté ici, c'est plutôt que cette histoire de la révélation est une histoire, effectivement, qui est écrite du point de vue, en quelque sorte, de la sociologie, du point de vue des besoins de la sociologie, du besoin, en quelque sorte, des exigences d'une démarche sociologique appliquée au droit. Donc c'est une histoire assez bizarre parce que c'est une histoire qui se situe presque en dehors des logiques propres, en quelque sorte, de la réflexion et du raisonnement juridique. Il y a un truc assez étrange, hein, c'est que c'est comme si le cadre, il y avait une sorte de cadre sociologique qui vient complètement écraser effectivement le travail des juristes à cette époque-là. Bon. Alors, ça, c'est un autre point. Quatrième point, ce qu'il ne faut peut-être pas oublier, et ça c'est un point élément très, très, très important et qui a été un petit peu effectivement occulté, c'est que les travaux récents démontrent qu'à un moment donné, les facultés de droit étaient clairement les facultés de sciences sociales. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, l'histoire évidemment tend à montrer que de plus en plus, les facultés de droit se sont pensées pendant toute une période comme étant le centre du développement des sciences sociales. Et d'ailleurs, beaucoup de facultés, que ce soit en tout cas en Belgique ou en France, ont cherché à se débaptiser, abandonner le titre de faculté de droit pour faculté de sciences sociales, notamment dans les années, autour des années 1900. Donc cette question était tout à fait identitaire et il y a eu un débat très très fort entre les facultés de lettres et les facultés évidemment de droit, hein, et les facultés de droit disaient non, les sciences sociales et aussi la sociologie, c'est nous. Et c'est pas donc il n'y a pas d'extériorité naturelle de la sociologie aux facultés de droit, en considérant que c'est incompatible par nature. Hein. C'est quelque chose qui a fait l'objet d'un débat très important. Hein. Et par exemple, pour le cas de la faculté de droit de Paris, en 1894, la faculté de droit de Paris a fini par trancher en défaveur de la sociologie. Mais après, l'échange de débats, d'arguments très nombreux. Donc, les travaux montrent que le moteur, en quelque sorte, de cette histoire de droit et sociologie, c'est moins l'idée d'une sociologisation constante du droit que, tout d'abord, la résistance des juristes à tout effort de cette sociologie de définir ce qu'est le droit. C'est une sorte, en fait, il y a constamment des débats dans les milieux juridiques pour savoir qu'est-ce que nous acceptons en quelque sorte de cette sociologie. Donc il ne faut pas du tout imaginer que le moteur, ça serait qu'il y aurait une sorte de sociologisation spontanée par une sorte de révélation des milieux juridiques. Et l'autre, effectivement, élément important de ce mouvement-là, c'est l'effort. Je crois qu'il faut complètement renverser la perspective d'un point de vue historique. Quand vous regardez les sources et que vous cherchez à écrire cette histoire-là, c'est l'effort constamment renouvelé de la sociologie pour faire entendre sa voix et sa place à côté d'une faculté de juriste ou d'une faculté de droit qui, en fait, regardait les juristes avec un certain, je ne dirais pas mépris, mais enfin, en tout cas un désintérêt absolu. C'est-à-dire que dans ce schéma d'une histoire
notamment de la révélation, on a toujours l'impression que la force, en quelque sorte, la domination est du côté, évidemment, de cette histoire de la sociologie, alors que quand vous regardez de près, la configuration historique montre que pendant très très longtemps, en quelque sorte, les sociologues ont été en fait dans une position beaucoup plus défensive. La position offensive était plutôt du côté des facultés de droit, contrairement à ce qu'on pensait, puisque eux-mêmes considéraient que c'était eux les facultés de sciences sociales. Et donc la difficulté pour les sociologues, c'était effectivement de faire comprendre effectivement que eux, avec ce savoir de la sociologie autonome, étaient dans une situation plus légitime que les facultés de droit de représenter cette sociologie. Mais c'est quelque chose qui a fait l'objet d'un débat constant et de beaucoup de tensions entre ces différents milieux. Donc, cette histoire, comme histoire d'une sociologisation du savoir juridique, passe complètement à côté du fait que la sociologie a été, en tout cas dans un grand moment de cette histoire-là, le savoir dominé et pendant de nombreuses décennies. Le positionnement favorable des juristes est en fait beaucoup plus éclairant, beaucoup plus important que en quelque sorte, le fait qu'il serait complètement bouche bée devant un savoir qui s'impose à lui. Cet élément m'amène à, il me reste encore 2 points, rassurez-vous, un élément qui me paraît très important, qui est le plus souvent occulté, et c'est des travaux encore récents qui ont attiré l'attention sur ce point-là, c'est ce qu'on pourrait appeler les assises juridiques de la sociologie. C'est-à-dire que les choses se passent toujours en sens unique. Le droit doit apprendre quelque chose de la sociologie dans cette histoire-là. Le versant symétrique est complètement oublié. Qu'est-ce que la sociologie doit au droit? Alors, c'est évidemment su pour le cas particulier d'Durkheim. Bon, c'est effectivement l'importance du droit pour Durkheim, mais c'est presque une sorte et je parle. Mais par exemple, lorsqu'il s'agit de la sociologie tarde, ce qu'on oublie souvent de voir, c'est que une grande partie de la sociologie de Tarde est très dépendante, en quelque sorte, des modèles de raisonnement du syllogisme juridique. C'est-à-dire sa conception du social est très déterminée par quelque chose comme le syllogisme juridique. De même, évidemment, la sociologie de Leplay est très dépendante des débats sur l'héritage et sur la question testamentaire. La théorie de la famille souche, évidemment, est très dépendante de cette question sociologique. Donc, la question n'est pas simplement de savoir ce que la sociologie fait au droit. Elle est exactement aussi à l'inverse de savoir ce que le droit fait à la sociologie. Et dans cette histoire-là, plus souvent, cette dimension-là est un petit peu occultée. En tout cas, n'est pas vue. Certains autres travaux actuels ont tendance à réévaluer ça. Je pense en particulier à quelqu'un qui est une spécialiste de Durkheim, qui s'appelle Mélanie Plouvier, et qui effectivement cherche plutôt à se saisir de cette question-là. Donc, cette dimension des assises juridiques de la sociologie doit constituer un élément central de cette histoire des relations entre ces dimensions. Et puis, peut-être dernier point, et j'en terminerai par là, et je l'ai déjà dit, mais c'est, je crois, très important de le rappeler, c'est que l'histoire des relations entre droit et sociologie est irréductible à une simple histoire de la sociologie du droit. Ça reste quand même un angle mort assez important, c'est que la plupart des travaux qui portent sur les rapports entre ces deux secteurs se terminent toujours par « et enfin arriva la sociologie juridique ». Ce qui est un point important. Il ne s'agit pas du tout de nier le fait que c'est une dimension tout à fait importante, mais c'est faire de cette histoire une histoire beaucoup trop réduite, beaucoup trop limitée, et d'autant plus que, alors ce n'est pas simplement un truc de principe, c'est que d'un point de vue historique, cette question de la constitution d'une sociologie juridique comme discipline autonome, pour le dire simplement, c'est quelque chose qui n'intéresse les juristes en gros qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. Avant, quasiment aucun débat sérieux sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux, bien sûr, hein, mais la prise en charge ou la définition d'un périmètre d'une sociologie du droit qui pourrait trouver sa traduction, par exemple, dans un espace disciplinaire déjà proposé, eh bien, c'est quelque chose qui apparaît essentiellement dans l'entre-deux-guerres. Vous regardez, vous faites sur Google Ngram, hein, vous regardez tout d'un coup la montée brutale de la référence sociologie du droit ou sociologie juridique exactement à partir de l'entre-deux-guerres.
Pour le cas de la Belgique, effectivement, c'est dans les années 1920. Pour le cas de la France, évidemment, vous avez quelqu'un qui s'appelle Gurvitch, et puis vous avez des travaux comme les archives de philosophie du droit et un certain nombre de choses comme ça. Donc tout d'un coup, vous voyez une cristallisation autour des années 20. Avant, il y a bien des travaux qui peuvent être isolés, mais ce n'est pas du tout une question prioritaire, et la question des rapports entre droit et sociologie ne se pose pas à travers cette question de la sociologie du droit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas déduire de l'absence d'intérêt pour une sociologie du droit qu'il n'y a pas de question ou de relation entre droit et sociologie avant les années 1920. Donc là, il y a un angle mort. La question qui se pose ici, donc, et c'est une question qui est bizarrement assez peu posée dans cette histoire-là, c'est pourquoi cette naissance de la sociologie à ce moment-là, dans ce périmètre-là, et pourquoi, effectivement, à ce moment-là et dans cette période historique. Pourquoi cet entre-deux-guerres? Pas avant, pas après. Pourquoi tout d'un coup, la sociologie du droit devient thématisée comme quelque chose de pertinent? Alors, souvent, il n'y a pas vraiment de réponse ou de travaux là-dessus. Peut-être deux choses. On comprend bien ici que, contrairement à la sociologie, il y a tout un ensemble de travaux qui associent la sociologie à la découverte du social. Vous voyez bien que cette sociologie du droit est indépendante de la question de la découverte ou de la constitution du social. Le lieu de création de la sociologie du droit n'est pas lié directement à cette question sociale, pour des raisons multiples. De toute façon, effectivement, les juristes ont entre les mains des outils très différents qui leur permettent de se saisir de ce social indépendamment de la présence de la sociologie. C'est-à-dire qu'on va se saisir du social par d'autres voies. Mais en tout cas, la sociologie du droit semble découplée, déconnectée de ce que l'on considère évidemment comme, il y a beaucoup de thèses, beaucoup de travaux sur la sociologie, la découverte du social, etc. Il y a, on pourrait citer, mais ce n'est pas du tout le cas effectivement pour la sociologie du droit. De ce point de vue-là, les juristes ne découvrent pas la sociologie parce qu'ils ont découvert brutalement quelque chose qui s'appelle un espace social. Bon, premier point. Deuxième point, donc c'est plutôt des remarques un peu négatives parce que je n'ai pas de réponse à cette question-là nette, c'est que, et je terminerai là-dessus, l'émergence de la sociologie du droit comme réflexion sur une discipline constituée de façon peut-être plus autonome n'est pas liée à un refus de la technicisation du droit. Pour le dire autrement, souvent on associe la naissance de la sociologie du droit à un refus du positivisme juridique. Au fond, bon, c'est sympa le positivisme juridique, mais ça s'intéresse uniquement à des textes à les appliquer, puis ça ne s'intéresse pas à la réalité sociale. Bon, et donc, la naissance de la sociologie de droit apparaît comme étant un reproche adressé à la ligne ou à la perspective techniciste en quelque sorte des juristes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, à l'inverse de cette thèse-là, la sociologie du droit ne naît pas comme un rejet de la technique juridique, mais lui est complètement consubstantielle. Il faut bien voir que, ça c'est un point assez intéressant, vous regardez les archives de philosophie du droit, qui s'appellent à l'époque les archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, eh bien, il n'y a pas de revue qui insiste plus que cette revue, les premiers numéros dans l'entre-deux-guerres, sur la technique juridique. C'est que la sociologie du droit n'est pas un instrument qui permet de sortir de la technique juridique, mais c'est un instrument, effectivement, la sociologie du droit est quelque chose qui permet d'accompagner le travail du technicien du droit. Donc il n'y a pas du tout, contrairement à ce qu'on affirme souvent, une sorte de la sociologie du droit est née dans une sorte de refus d'un positivisme, d'un technicisme basique des juristes. Ce n'est pas du tout le cas.